Dans ce troisième chapitre, il est question de l'opération Ratafia. En fait, c'est une opération de renseignement et de recrutement d'une source étrangère entre le Mossad et la DGSI. Alors, comment ça va se passer? Donc, on a en fait c'est une opération qui est conjointe, qui est menée par le Mossad à Paris. Donc, il y a le chef de station David K, qui est responsable du Mossad à Paris, qui va demander audience à la DGSE et puis à la DGSI. Donc en fait, il demande aux Français pour travailler sur un haut fonctionnaire syrien qui est loin de Damas. Et en fait, il a choisi un terrain neutre et il se trouve que ça soit à Paris, quoi. Donc il veut que ce soit à Paris. Alors évidemment, les services de la DGSI vont accepter d'épauler le Mossad, et en fait, la DGSI elle demande de partager les renseignements qu'ils vont obtenir. En fait, de qui il s'agit? En fait, il s'agit d'un fonctionnaire syrien qui est un ingénieur spécialisé dans les ADM, les armes de destruction massive. Et en fait, le régime de Bachar el-Assad, le dictateur qui a massacré son peuple, dont vous avez bien vu à la télévision, donc lui, en fait, il est en train de construire un site nucléaire en préparation, et donc le Mossad veut localiser le site, mais il n'y arrive pas. Donc pour y arriver, ils vont recruter cet ingénieur qui fait partie du système, qui a une part de responsabilité dans les ADN, parce qu'il est au courant, il a l'information. Donc ils vont travailler sur lui, ils vont le recruter. Et de quelle façon ils vont le recruter? En fait, donc, le fonctionnaire, il est recruté via un homme d'affaires arabe, qui va le présenter à son agent traitant du Mossad. Et en fait, vous savez, dans tout recrutement, on appelle ça le MAIS, la compromission. C'est-à-dire que chaque personne, il a des problèmes d'argent, problèmes de couple, enfin voilà quoi. Et donc son problème à lui, c'est sa fiancée. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre, vous allez rigoler après, mais ce que vous allez entendre, c'est la réalité. Hein. Donc moi je vous raconte qu'est-ce qu'on raconte dans les livres. Donc en fait, le programme, c'est, il travaille dans un centre, le Syrien, il travaille dans un centre d'études et de recherche scientifique. Donc ils nous appâté, le contact s'est fait, tout va bien à Paris. Alors, l'homme d'affaires présente donc l'officiel syrien, ses patrons israéliens. Alors, ceux-ci ne perdent pas de temps. Donc, l'homme d'affaires, il s'appelle alias Aurelio. C'est en fait le chef de station David K qui joue ce rôle-là. Les Français, ils vont mettre un sous-directeur comme chauffeur de limousine, qui se trouve être Marie-Pierre. Donc voilà, c'est lui son nom, quoi. Alors, ils vont faire croire à l'homme d'affaires qu'ils vont lui procurer le matériel que la Syrie a besoin. En fait, la Syrie a besoin de missiles longue portée hein, pour taper les autres territoires à côté, quoi. Donc, ils vont faire croire ça à l'ingénieur, parce qu'on ne dit pas son nom, en fait. Hein. Donc, moi, je vais utiliser le terme ingénieur au Syrien, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans le livre. Donc, en fait, le Syrien, il a un nom de... Il n'a pas de nom, mais il ne veut pas donner son nom, parce qu'on le voit dans le livre. Donc, le Syrien va penser qu'il va pouvoir ramener du matos militaire pour son pays en Syrie, quoi. Alors, le Mossad ne compte pas la dépense, hein, donc plusieurs millions sont dépensés, puisqu'en fait, tout est pris en charge par les Syriens, tout le côté financement de l'opération. Donc, Aurelio, David K, le chef de station du Mossad à Paris, se présente comme un homme d'affaires richissime. Donc, il fait croire qu'il a une société en Suisse, à Genève, il a une société en Afrique du Sud, il parle plusieurs langues, anglais, italien, tout ça. Et il fait croire qu'il a une spécialité dans sa holding, c'est de trouver l'impossible. Donc le Syrien, il est apathique. Alors le Syrien, il a une copine, une bombe de sexe, ce qui est raconté dans les livres. Et cette bombe de sexe, c'est une Syrienne et elle habite en Syrie. Elle a une petite boutique de souvenirs, quoi. Donc ils vont faire croire à l'ingénieur qu'ils vont aider sa femme. Enfin, Aurelio va faire croire à l'ingénieur qu'il y a une opportunité de croissance économique pour sa fiancée. Et en fait, les Syriens, il va être heureux parce qu'il va aider sa copine. Parce que lui, en fait, il est amoureux de cette fille et il veut se marier avec elle. Mais le problème, c'est que son père, c'est un ministre syrien. Donc il doit faire doucement. Parce qu'à la base, si on y va trop vite, comme un chaud lapin, ben, vous êtes décapité dans la journée même, quoi, vu que son père, c'est un ministre. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc il fait croire aux Syriens qu'ils vont pouvoir se faire du pognon sur le dos de la Syrie, quoi. Alors, une société bidon française qui appartient à une épouse d'un agent de la DGSI va se mettre en contact avec
la fiancée, vont lui faire croire qu'il y a une opportunité de croissance en France, pour son bric-à-broc, ses bibelots, tout ça, quoi. Donc voilà, donc il y a un petit jeu d'appâtement qui est créé à gauche, à droite, de part et d'autre pour appâter le Syrien. Donc les Syriens, ils marchent dans le jeu, et donc ils proposent, l'Aurelio, parce qu'il est en contact tous les jours avec les Syriens, il propose de faire un master en économie à Paris. Et donc les agents de la DGSE vont recruter un ami de la boîte, qui se trouve être un directeur d'une école, et donc ils vont lui donner un diplôme bidon à la fin des études, mais ils ont vu en fait qu'en réalité il a tout échoué, il a tous les examens, il a échoué, donc il est vraiment bidon, quoi. C'est comme ça qu'ils disent, quoi. Alors pour le Syrien, on déballe des voitures de luxe avec chauffeur, qui est un agent de la DGSE, comme je vous ai dit, escapade en Champagne, toujours dans des relais châteaux de luxe. Et donc un jour, les agents, ils racontent dans le livre que la DGSU est en planque dans l'hôtel. Et donc ils ont truffé. C'est un hôtel en fait qui appartient à la DGSI, ce qui n'appartient pas à la DGSI. Il y a 3 hôtels en fait à Paris qu'on apprend dans le livre. Ces 3 hôtels sont tuyautés par des caméras dans les plafonds, des micros dans les télévisions et caméras. Et donc ils racontent que chaque fois quand ils doivent taper une taupe ou une source, ils le mettent dans cet hôtel-là, et donc il est filmé à son insu. Et il raconte aussi dans les livres que le Mossad, ils ont un palace dans le 6e qui leur appartient aussi, avec des chambres et des bars truffés de micros. Ils font la même chose que les Français. Les Chinois, ils ont aussi leur hôtel à Paris où les chambres sont truffées de micros, de caméras, dans la télévision, dans les murs, dans les fichiers électriques. Enfin voilà, tout le monde joue sur son domaine de terrain dans les hôtels, quoi. Alors le Syrien va se livrer à quelques informations sur les installations, les programmes militaires syriens et tout ça. Donc ils remettent de l'argent, donc les Syriens sont contents parce que en fait les Israéliens ils ont tamponné cet argent depuis des années. C'était un travail sur une longue période, contrairement aux Français qui ne sont pas capables de travailler, parce qu'ils racontent dans le livre, ils ne sont pas capables de travailler sur le long terme. Ils savent que faire sur le court terme à la DGSI. Donc le Mossad, ils ont des hommes, ils ont de l'argent, ils n'ont pas peur de dépenser 2-3 millions sur cette opération par exemple. Donc les Syriens vont vouloir ramener par exemple un jour de l'argent, 100 000 euros, mais les Israéliens, l'homme d'affaires, oui, lui a dit que, Aurelio lui a dit que qu'il ne faut pas ramener l'argent parce que ils vont avoir des soupçons en Syrie, tu risques d'avoir des problèmes. Donc ils m'ont dit, tu prends 10 000 avec toi et les autres, les 90 000 qui restent, on va te mettre sur un compte en Suisse et cet argent va rester là et voilà, quoi. Alors un jour, donc il raconte dans le livre en fait que le compte en banque, il se trouve, en fait le compte il n'existe pas, en fait c'est un site internet avec un login et un mot de passe, il est complètement bidon. Mais quand on se connecte, on voit bien qu'il y a un montant d'argent, mais il n'y a rien dedans, quoi. Donc les Israéliens pensent vraiment qu'il a de l'argent, donc en fait tout l'argent qu'il va gagner, il ne va rien prendre du tout, il prend que des cacahuètes. C'est les Israéliens qui ont le pognon et via le site internet, mais le site internet il est bidon, quoi. Donc voilà, ça c'est une arnaque qu'ils ont réussi à faire croire aux Syriens. Donc alors le Syrien veut un jour acheter une 4x4, donc il raconte, donc les Israéliens n'étaient pas d'accord parce qu'il va se faire repérer tout de suite. Et ils lui ont dit, il faut que tu trouves une histoire avec une histoire de tes parents qui ont décédé, tu as touché un héritage, et comme ça tu peux avoir la voiture. Donc les Français, la DGSI, les agents sur le terrain, donc ils travaillent dans la main dans les Israéliens, mais les Israéliens, le Mossad va commencer à changer les règles du jeu. Voilà. Alors comment ça va se passer? Donc les Français assurent la sécurité autour du scénario, et la logistique, et donc les Israéliens, ils ont besoin du feu vert pour opérer sur le sol français. Donc ça c'est ok, mais pendant l'opération, il va y avoir des problèmes. C'est qu'en fait, les Israéliens vont commencer à s'intéresser aux agents français de la DGSI. Et comment? C'est-à-dire que pendant que Aurelio promène le Syrien à Paris, il a un comportement bizarre, c'est-à-dire que l'agent israélien il a un parapluie et il dirige son parapluie dans une direction, et en fait dans la direction qu'il dirige, il dit à ses collègues du Mossad de photographier les agents de la DGSI qui sont derrière en contre-filature. Donc les agents de la DGSI ils ont compris quelque chose de bizarre, pourquoi il tient un parapluie, pourquoi il fait des signes comme ça avec son parapluie, et les agents sur le terrain, pendant qu'ils se promènent à suivre... parce qu'en fait, ils suivaient l'agent du Mossad pour voir qu'est-ce qu'il faisait toute la journée avec le Syrien. Donc, ils voient qu'il dirige son parapluie dans une direction. Et en fait, les agents du Mossad font des photos.
Donc ils cherchent à identifier les agents de la DGSI. Pourquoi? Parce qu'on va le voir plus tard. En fait, les agents du Mossad veulent recruter des agents de la DGSI et il y en a un qui va tomber dans le panneau. Oui, oui, il va tomber dans le panneau, je vais vous raconter plus tard, pour de l'argent. Donc, mais ils sont vraiment très forts, les agents du Mossad. En fait, on ne peut pas leur faire confiance. Et on va le voir dans le chapitre, on va le voir. Donc, voilà quoi. Alors, en fait, les agents de la DGSI, donc, ils se disent à la fin, ils sont juste des alliés de circonstance, quoi. Donc, voilà, donc, ils ont remarqué qu'ils sont en train de les photographier. Donc, la direction à Levallois, des agents sur le terrain, demande des rapports de chaque membre. Et en fait, les supérieurs des agents de la DGSI demandent des rapports sur les agents du Mossad. Mais ils ne veulent pas parce que ça va être tamponné secret défense, ils ont peur que ça se perde dans la durée de l'opération, donc voilà quoi. Alors le chef de groupe propose à l'agent de la DGSI, il propose d'imiter un débriefing quoi. Alors il y a aussi des problèmes, c'est que la hiérarchie n'est pas contente parce qu'ils vont accuser le chauffeur de la limousine qui promène Aurelio et la taupe de la Syrie, et parce qu'en fait il l'accuse de travail pour les Syriens parce que le micro qui est installé dans la voiture marchait une fois sur deux. Les micros, pour écouter, il ne marchait pas quoi. Alors le français, donc le chauffeur, Pierre-Marie, va être accusé, c'est un agent de la DGSI, donc il va être accusé d'avoir coupé délibérément le micro pendant certains trajets. Donc les supérieurs de la DGSI pensent que leur chauffeur, coupait le micro pour pas qu'on entende la conversation quoi. Alors, ces accusations de proximité, ils l'ont accusé il l'accuse de proximité avec un service étranger. Donc, ça va être rendu public en 2017 par le biais d'un interrogatoire de Bernard Serskini sur toute une autre affaire. Donc, en fait, là, on va plonger dans une autre affaire, les cercles de jeu de Corse. Et en fait, c'est des accusations qui sont par leur big boss Bernard Serskini, hein, vous savez, le grand Manitou de la DGSI à l'époque, sous Sarkozy. Et donc, en fait, Bernard Serskini va mettre un fonctionnaire, parce qu'en fait, il utilise des méthodes, il est proche de certains milieux corses, et donc il va mettre sur écoute Franck, qui est un agent de la DGSI sur le terrain, et qui va faire parler une femme qui est une prête-nom pour la mafia corse, qui détient le cercle de jeu corse, quoi, le cercle de jeu d'argent à Paris. Je crois que c'est le cercle de jeu de Wagram, si je me rappelle bien. Et donc il va le mettre sous écoute, et en fait l'agent de la DGSI va porter plainte, et comme excuse, Bernard Serskini va dire oui, il est retourné par le Mossad, il touche de l'argent, et en fait il va le faire passer pour un corrompu, donc il fallait l'écouter, mais il ne va pas donner les écoutes parce que c'est secret défense, et comme excuse, il dira que il faut le virer quoi en fait, c'est ça qu'il dit quoi, voilà. Alors on apprend aussi que je retourne dans l'affaire avec Aurelio, avec l'opération Ratafaya, on apprend aussi que les Syriens, que Aurelio, l'agent du Mossad, le chef d'antenne, il passe 4 heures par jour chez un profiler venu spécialement d'Israël. Donc l'agent de la DGSI raconte qu'en fait c'est une fonction essentielle dans les rouages des services israéliens entraînés à déceler la ruse du Hamas et du Hezbollah. Alors ils sont installés dans les locaux du 6e, loués pour cette opération. Le profiler du Mossad est une sorte de psychiatre de l'ennemi. C'est lui qui donne le ton de l'opération. En fait c'est un interrogatoire, c'est le profiler qui l'a fait. Donc il veut connaître les mots, les gestes, les activités avec la source syrienne pour voir est-ce que c'est bon, c'est pas bon, l'opération se passe bien. Donc en fait c'est un débriefing pour connaître la ruse, est-ce que le Syrien il est sincère ou pas quoi. Alors l'opération se passe bien, se déroule bien. Donc les Français de la DGSI et le Mossad sur le terrain vont découvrir les sociétés écrans utilisées par les Israéliens, ainsi que les sous-traitants en Europe, les intermédiaires français, allemands et plusieurs européens qui fournissent la Syrie en produits chimiques. Parce que vous savez, le dictateur il a balancé des barils via les hélicoptères sur la population syrienne, et c'est des produits chimiques, comme on les a vu les images, ça tue les gens quoi. Alors, donc chaque fois que le Syrien, la taupe syrienne vient à Paris, elle est installée dans les hôtels de luxe,
agréés par la DGSI. Donc en fait, c'est des hôtels qui sont partenaires des services de sécurité intérieure pour l'opération Ratafia. Alors les chambres, comme je vous ai dit, sont équipées, sonorisées, le staff est rodé à la discrétion. Alors il y a 3 hôtels de luxe discrets à Pigalle, à la Bourse et Montparnasse. Donc dans le 6e arrondissement, il y a aussi un hôtel qui vient d'être fait. Et lui, c'était une propriété israélienne. Donc chaque service a son territoire pour opérer les taux, quoi. Alors ce jour-là, donc le Syrien il arrive, donc ils sont installés dans l'hôtel. Tout est en place, système d'écoute, vision, tout ça. Donc ils remarquent que chaque fois qu'il vient à Paris, ils vont de surprise en surprise avec l'ingénieur parce qu'ils remarquent que l'ingénieur est un peu coincé. Alors une des premières choses qu'il fait en posant le pied à Paris, c'est d'acheter une poupée gonflable dans un sex shop où il a ses habitudes. Dans sa chambre, il se croit à l'abri des oreilles et des yeux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il habille la femme, la poupée gonflable. Il met une culotte et tout, il commence à s'exciter sur elle, quoi. Donc c'est ce qu'ils voient les agents, et donc tous les agents rigolent, quoi, parce qu'ils racontent ça dans le livre. Donc comme un malheur n'arrivant jamais seul, donc les agents captent les images et tout, ils voient ça, et donc à ce moment-là, comme par hasard, sa promise, la belle bombe de sexe et l'appel de série sur Skype. Alors je vous raconte qu'est-ce qu'ils disent. Donc il passe alors au peigne fin sa moustache ébouriffée par ses luttes amoureuses avant de lui parler. Il est calme, redescend vite et ne laisse rien filtrer de ses expériences sexuelles à sa fiancée. Donc en fait, ils ont compris que la taupe israélienne, la taupe syrienne, elle est coincée. Parce qu'à un moment donné, les Israéliens vont envoyer une escorte de femmes pour qu'elle puisse faire l'amour, mais il va refuser parce qu'il est musulman. Voilà quoi. Donc voilà, en fait, donc, comme je vous ai dit, c'est un haut responsable du programme syrien de destruction massive, quoi, les armes, quoi, destruction massive. Alors, tout va bien pour l'opération. Alors, qu'est-ce qui se passe durant l'opération? C'est que les Israéliens vont être, les agents israéliens sur le terrain à Paris vont être jaloux de la DGSI. Pourquoi? Parce que maintenant que, comme je vous ai dit là tantôt, si vous avez écouté, là, il y a la femme d'un agent, elle a une boutique. Donc, ils vont se mettre en contact avec la fiancée. Ils vont l'appeler directement sans passer par les Israéliens. Donc les Israéliens vont essayer de mettre fin à la liaison, comme on essaie d'établir les Français avec la fiancée. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà, mais pour les Français, il est hors de question de faire le chaouche, là, je ne sais pas quoi. Alors, c'est le sous-directeur qui le dit, Pierre-Marie, il dit qu'il est impératif de laisser le contrôle des opérations aux hommes de Tel Aviv, surtout en France, chez eux, sur le terrain. Les Français, la DGSI, on estime qu'on est sur notre terrain, donc on a le droit de prendre contact avec la fiancée. Ils ne veulent pas que le contact s'établisse avec la fausse entreprise de la DGSI, qui appartient à l'épouse d'un agent avec la fiancée du Syrien en Syrie, quoi. Durant l'opération, il va y avoir aussi un problème d'argent, donc il va y avoir des manipulations de la hiérarchie de la DGSI contre leur agent sur le terrain. En fait, donc, comme c'est la plus importante opération du Mossad et du contre-espionnage français sur le territoire français, le Mossad finançait tout en cash. Alors, les fausses cartes de visite, tout. Chaque agent de la DGSI, il recevait 150 € en cash du Mossad. Voilà. Plus le salaire, son salaire à lui, qui était payé par la DGSI pour l'agent de la DGSI, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un chef d'équipe, je ne sais pas comment il s'appelle, il ne sera pas d'accord que le Mossad donne 150 € à chaque agent de la DGSI, donc il va prendre l'argent, il va dire que c'est trop d'argent, et il va garder l'argent pour lui. Et plus tard, les espions, ils ne digèrent pas ces pratiques de détournement de leur argent, de leur hiérarchie. Donc, il va faire, en fait, le supérieur va faire porter le chapeau aux hommes de terrain. Et voilà, ils disent qu'ils sont maintenant les supérieurs, les agents de la DGSI disent qu'ils sont des corrompus parce qu'ils ont accepté l'argent du Mossad. Mais il faut savoir qu'ils naviguent dans un univers où il y a beaucoup d'argent. Pour manger à l'hôtel, vous n'allez pas manger un sandwich kebab à 3 €, donc il faut bien, voilà, c'est de l'argent de poche, quoi. Mais le Mossad, il est intelligent aussi, il donne beaucoup d'argent, et en se disant que les gens de la DGSI, ils ne vont pas tout déclarer, ils vont prendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais ils vont garder le restant. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que leurs chefs, ils vont les accuser d'être corrompus par les agents du Mossad. Alors, l'agent de la DGSE qui raconte aux journalistes l'histoire,
À la fin, donc, la direction les accuse d'avoir été payés par les Israéliens, et donc lui répond évidemment que oui, puisque chez nous, il ne voulait pas que ça se sache, qu'il reste des traces. L'opération était secrète. Donc ça mouline dans les couloirs, ça fait du bien d'accuser à tort, mais je les connais, j'ai gardé toutes les factures. Comme je suis un petit vieux, tout ce qu'on me donnait comme note, je notais tout sur les enveloppes, les frais, et de chaque journée, je faisais des tableaux Excel au centime près sur son Mac. J'aurais tout filé, les tableaux Excel. Alors, il raconte donc dans l'administration, tout est calibré pour fonctionner avec ça. À l'époque des RG, il y avait des enveloppes, on pouvait travailler. Il dit ça comme ça, quoi. Donc, si j'avais besoin de 2-3 000 euros, j'allais voir G avec mon ticket et puis je payais le mec avec. Donc, voilà. Donc, il explique que c'est comme ça que ça marche dans la maison. Mais les supérieurs les accusent d'être retournés, quoi. Voilà, quoi. Alors, ensuite, donc, toujours cet agent, il raconte qu'on les a accusés d'être des traîtres à payer à la salle du Mossad. Donc ça a commencé avec le chef de groupe, de faire des rapports sur eux pendant la mission. Lui, il voulait bien le faire après, mais après, on leur a tous donné des photos de leur groupe pris à leur insu. Donc il y a quelqu'un dans leur groupe qui faisait des photos de eux, des agents, qui recevaient l'argent du Mossad pour manger, enfin pour leur activité sur le terrain, quoi. Donc il y a quelqu'un qui faisait des photos, quoi. Voilà, donc... Ensuite, il y a eu un autre problème aussi, c'est qu'il y a quelqu'un, un homme d'affaires, qui s'est présenté à la DGSI pour vendre du matériel de surveillance des caméras qui était piégé à la DGSI. Et donc, les agents de terrain ils ont dégagé cette personne quoi, qui roulait pour les Israéliens. Et voilà quoi, mais de nouveau, donc là, les agents racontent qu'ils ont fait quelque chose, un travail normal, qu'ils ont dit que ça ne valait pas la peine de payer des caméras si chères, que leur service était capable de faire ces caméras, quoi. Voilà, donc, bon, moi je vais arrêter là, hein, parce que vraiment le chapitre il est long. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais si vous lisez le livre, il est mieux raconté que moi, quoi. Donc, de ce qu'on peut comprendre, c'est que d'une opération conjointe entre la DGSI et le Mossad, pour retourner une taupe syrienne, donc ça va permettre au final, quoi, toute cette opération, ça va permettre de bombarder un site pas nucléaire ou d'armes de destruction massive qui n'était pas connu à la connaissance du Mossad et d'aucun pays dans le monde. Donc ce site a été anéanti, mais ça a eu comme conséquence la mort de la taupe syrienne, quoi, parce que lui il le connaissait, quoi. Il allait à Paris, pour aller à Paris il devait demander l'autorisation à sa hiérarchie, et voilà, quoi. Donc lui, on apprend dans les dernières lignes du livre, enfin du chapitre 3, qu'il a disparu des écrans radars, quoi. On n'entend plus parler de lui, quoi. Donc sans cet homme-là, ils n'auraient pas pu, les avions de l'aviation israélienne, l'armée israélienne, n'auraient pas pu bombarder le site en question, quoi. Mais on ne sait pas très bien si c'est un site nucléaire ou début d'infrastructure nucléaire ou d'armes de destruction massive. Toujours est-il que l'opération a été couronnée de succès, quoi. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a un agent qui a été retourné, mais on ne lui dit pas à 100%. En fait, donc, l'enquête de sécurité interne diligentée par, je vous lis, hein, qu'est-ce qu'il écrit, diligentée par la DGSI sur la tentative du Mossad d'infiltrer le service français à l'occasion de l'opération Rafah, va également révéler d'autres faits troublants. Un des officiers français a ainsi été vu fêtant le Shabbat au domicile du patron du Mossad, vous savez, le dénommé David Kala. Par la suite, cet agent il a été repéré à Dubaï avant de poursuivre ses vacances en famille en Israël. Je rigole parce que c'est vraiment... Voilà, en Israël, en compagnie d'agents du Mossad qu'il a rencontré à Paris. C'est pas normal quand même. Un agent de la DGSI qui part en vacances en Israël, qui fréquente le chef de station, il y a tout pour le retourner. Alors un ancien de la DAT, puis affecté à un nouveau service, se souvient de ce voyage pour le moins embarrassant. Alors, il raconte, en fait c'est son ami, hein, l'agent de la DNAT, la Direction Nationale Antiterroriste. Donc c'est un mec sulfureux, c'est comme ça qu'il parle sur l'agent de la DNAT. C'est un mec sulfureux, c'est la DGSI, c'est vrai. Gentil comme tout, intelligent, marié à un médecin. Et d'un coup, il pouvait péter un câble. Il aimait l'argent, le bling bling. C'est vrai qu'il a déconné. Maintenant, on ne saura jamais le fin bout de l'histoire. Mais le fin bout de l'histoire, on le connaît. Il a été retourné par les espions du Mossad. Alors, parallèlement, Bernard Scassini, à l'origine de l'enquête sur l'infiltration du Mossad, a été vu à Paris en 2016, en compagnie du fameux boss du Mossad, David K. Encore lui, l'agent du Mossad, le chef d'antenne à Paris du Mossad. Alors, ils ont été vus, priés de faire... ils ont été vus ensemble. Donc Bernard Scassini, il dit c'est par hasard que j'ai rencontré. Donc on apprend aussi que ce fameux David K,
est impliqué aussi dans une autre histoire bien plus grave. En fait, vous vous souvenez de l'histoire de l'assassinat en 2010 de Mahmoud Abdel Raouf Al-Mahmoud, je sais pas quoi. En fait, c'est un cadre du Hamas qui est impliqué dans le trafic d'armes entre l'Iran et la bande de Gaza. Et donc, les tueurs du Mossad sont déguisés avec des fausses barbes, des perruques et tout ça. Et en fait, les tueurs du Mossad, ils ont des passeports français, des passeports des pays européens. Et donc, tout ce beau monde va avec des raquettes de tennis, tout ça. Et donc, ils vont se faire passer pour des touristes. Et donc, ils vont tuer un haut dignitaire du Hamas palestinien quoi, dans sa chambre d'hôtel. Donc, vous avez vu les images dans le monde entier, quoi. Ils utilisaient les passeports français et européens. Alors, l'enquête des services des Émirats va remonter jusqu'à un hôtel du 13e arrondissement à Paris où est installé le QG de l'opération. Donc, toute l'opération là-bas, dans les Émirats, était pilotée à partir d'un hôtel à Paris, quoi, dans le 13e arrondissement. Alors, Frédéric Vaux, le numéro 2 du renseignement français, va ainsi se rendre à Dubaï, hein, et donc avoir une discussion avec le chef là-bas, quoi. Alors, il explique qu'il n'a pas apprécié ce coup de poignard dans le dos du Mossad, quoi. En fait, c'est en tourloupe. Il dit qu'ils nous ont baisé la gueule, dès qu'on peut, on les baisera aussi, quoi. Donc, et en fait, donc, toute cette opération était pilotée par David K. Le même David K qui a piloté l'opération avec la DGSE, qui rencontrait le big boss Bernard Scarsini et qui donnait de l'argent à gauche, à droite. C'est toujours le même. Le même. Donc, ils vont lui dire plus tard qu'il doit quitter Paris, qu'il ne peut plus rester ici, quoi. Donc, voilà, donc ils ont de plier bagages et de dégager de Paris, quoi. Alors, j'aimerais vous parler, parce que dans ce chapitre, toujours, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte, hein, que les officiers de la DGSI racontent, c'est que Franca, donc je vous ai expliqué, l'officier Franca, c'est celui qui enquêtait sur le cercle de jeu à Paris, quoi. Et c'est le cercle de jeu de Wagram. Et en fait, Franck voulait faire une enquête sur une femme qui était un prête-nom à la mafia corse. Et en fait, Scarsini a mis sous Bernard Scarsini, le chef de la DGSI, il a mis sous écoute l'agent de la DGSI. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que la femme disait à l'agent de la DGSI. Et dans le but, évidemment, d'informer, c'est par un Corse du cercle de jeu de Wagram via l'intermédiaire. Parce que si on met un de ces hommes sous écoute, parce qu'il enquête sur la mafia corse, c'est pour obtenir du renseignement, c'est pas pour les donner des bonbons et de continuer à diriger le cercle de jeu de Wagram. Et donc, ce qu'il raconte Scal au juge, c'est que c'est un mélange de trois affaires pour se sortir du cul des histoires d'écoute illégale de Franck. Alors, on raconte donc un policier qui avait auditionné une femme prête-nom du gang de Prise-la-Mer dans l'affaire du cercle de jeu de Corse. Franck était en train de faire tomber le cercle de Wagram et ses gérants occultes. Scarsini voulait savoir ce que cette femme avait éventuellement dit aux flics. Il a mis Franck sur écoute. Et face au juge, il fait le Kaiser-Soze. Il leur a raconté, donc c'est un mensonge, il a raconté que Franck était soupçonné de collaborer avec les Israéliens, qu'il avait une tentative de corruption sur notre équipe, d'achat de des séries de matériel pigé par le Mossad et que tout était classé secret défense. C'est ce qu'il avait dit au juge, de mensonge, Bernard Scarsini. Et donc il ne pouvait pas leur dire qu'en plus, sur ses écoutes, il ne pouvait pas dire en plus sur ses écoutes parce que c'était secret défense. Donc le policier dit circulez messieurs les juges, il n'y a plus rien à voir, le vente de matériel piégé israélien, on l'a fait capoter, donc les agents de terrain ils n'en voulaient pas parce qu'ils ont compris que le Mossad était derrière et que c'était pas Bernard Scarsini qui avait fait capoter, quoi. Alors ils expliquent qu'ils ont fait virer Franck de la DCRI à l'époque, quoi, parce qu'il avait trop de contact avec le milieu. Donc en fait Franck il vient du 9-3, hein, de la cité à Paris, et donc comme là-bas c'est des gangs et tout ça, donc il connaît les informateurs, et donc c'est des gens, hein, c'est de la mafia, donc il les considère comme des amis, mais que pour obtenir du renseignement il faut être proche d'eux. Et c'est pas derrière un bureau qu'on fait du renseignement sur le terrain. Donc Franck il était sur le terrain, il gardait l'amitié avec ces gens-là, mais il s'était pas compromis. Voilà, quoi. Donc ça c'est la réalité. Donc les agents de la DGSI expliquent aussi que les informateurs de la DGSI sont traités par
par un service de tocard. Alors, ils disent imaginez les mecs en train de traiter des voyous, habillés en costard, la chemise rose, la cravate assortie. On aurait dit des types de série Pinky Blinders, quoi. Donc voilà, donc en fait la DGSI, ils ont changé les méthodes, ils veulent plus que ce sont les agents sur le terrain qui traitent les sources. Ils veulent que ce soit un autre service. Donc comme je vous ai dit dans les autres chapitres, c'est pas productif, quoi, cette méthode. Alors Franck, il explique, il dit que, écoutez, c'est compliqué, il me parle, certains c'est quasiment des potes, ils l'ont mis sur écoute, ils ont vu qu'il continuait à les fréquenter, donc ils l'ont viré, on ne peut pas les lâcher comme ça, ce sont des relations que tu as mis des années à convaincre, tu as créé des vrais liens, tu ne vas pas leur dire, mon service m'a demandé de ne plus vous parler, mais voilà, donc ça s'est passé après la fusion. En fait, après la fusion entre la DCRI qui devient la DGSI, tous les hommes de métier, hein, ils les appellent dans les livres les sachants, on les a mis de côté, on les a dégagés, et à la place de ça, on a mis des nouveaux. Hein, donc, dans le livre, on apprend aussi qu'il y a des opérations qui sont ratées à cause de l'amateurisme des agents sur le terrain de la DCRI. Hein. On apprend aussi que dans l'affaire Mera, l'incompétence des agents de la DGSI était... à cause de ces incompétents, par exemple, on engageait des jeunes qui étaient en filature. Il y avait 4 agents, donc l'agent de la DGSI qui raconte aux journalistes dans le livre, ils expliquent qu'ils étaient 4 devant le bâtiment de Mera. Et donc Mera les voit, les croise, et en fait ils attendent l'ordre de l'arrêter, mais l'ordre ne venant pas, donc ils sont là statiques devant le bâtiment. Et donc Mera a pu rentrer, donc vous connaissez la suite, gilet pare-balles et bang bang bang, ça commence à tirer. Et en fait, toujours dans cette affaire, on raconte dans le livre que Benas Cassini il a remis un faux document secret défense. Il a falsifié le document et qu'il a remis au juge. C'est ce qui est écrit dans le livre, quoi. Mais on ne sait pas de quoi il est question dans ce document, parce qu'il est secret défense, mais les policiers sur le terrain le savent très bien. Donc c'est eux qui le racontent, mais vraiment... dans cette opération Ratafia, ça part dans tous les sens, parce qu'en fait, les policiers vont reprocher certains manquements à leur hiérarchie, à l'amateurisme de leurs collègues. Et en fait, cette équipe de Ratafia, elle est vraiment... elle travaille vraiment bien sur le terrain, donc elle est connue au sein de la DGSI comme une équipe compétente. Mais eux, ils en ont marre d'amateurisme, et comme je vous ai dit, hein, ça part dans tous les côtés, et boum boum boum, hein, il faut suivre. Mais il est bien écrit. Hein. Donc voilà, moi je vais arrêter ici, hein, parce que je ne vais pas raconter tout. Donc voilà, donc moi je vous ai raconté le chapitre 3, moi je vais continuer à lire le livre, hein. Dès que je verrai un chapitre intéressant, je ferai la vidéo. Donc pour ce chapitre 3, c'est fini. Voilà.